Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Des organisations des Nations Unies vent debout contre les violences dans les régions anglophones du pays. Ces institutions condamnent l'incendie des écoles dans le nord-ouest et le sud-ouest. Elles appellent cependant à l'arrêt des violences et prônent le dialogue inclusif, seul gage selon elles pour résoudre la crise actuelle dans les régions anglophones du pays. Du nouveau dans l'affaire de la destruction du chantier devant abriter le monument de Ruben Oumniobé à Douala. Le site frappé de malédiction par les chefs du canton Bel il y a quelques jours vient de recevoir la visite d'André Blaise Essama. L'activiste y a effectué ce qu'il appelle une opération de purification pour permettre la poursuite du chantier. Les détails dès l'ouverture de ce journal. Et puis en sport, qualification pour la CAN féminine Ghana 2018. Les Lions indomptables laminent les Congolais 5-0. La rencontre a eu lieu ce jour à Brazzaville, une rencontre qui leur assure presque une place en phase finale avant le match retour prévu à Yaoundé. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. On reparle ce soir de la destruction du chantier devant abriter le monument de Ruben Oumniobé à Bonapriso, Douala. Vous vous souvenez certainement de ces images des chefs du canton Bel cassant et frappant même de malédiction le site. Eh bien, ce jour, André Blaise Essama, présenté comme l'un des activistes qui militent pour la reconnaissance des nationalistes camerounais, a mené ce qu'il appelle une opération de purification du site en question, une sortie d'exorcisme qui vise selon lui à ouvrir la voie à la poursuite des travaux. Julio Trésor-Tanon a suivi de bout en bout cette action menée il y a quelques heures seulement dans les rues de Douala. Tout commence par de l'eau versée sur la semelle en scandant le nom de Oumniobé. André Blaise Essama va ensuite porter de force le fétiche déposé par les chefs du canton Bel la mi-journée du 26 mai dernier au lieu d'Immobile Ndjonjo, site retenu pour ériger un monument en hommage à Ruben Oumniobé, nationaliste camerounais. Un fétiche qui avait fait fuir les ouvriers et toutes les personnes engagées, laissant même les équipements de protection individuelle. Pour André Blaise Essama, après cette action de purification, ils peuvent revenir travailler sans souci. Donc que les travailleurs viennent continuer, c'était une petite déstabilisation et aujourd'hui on peut être en calme, on peut revenir à de bons sentiments et poursuivre l'œuvre de Ruben Oumniobé. Parce que lui n'a pas accordé l'indépendance au Cameroun avec des fétiches. Les fétiches désormais dans ce sac rouge, le combattant compte les retourner aux ancêtres qui viennent de le mandater pour cette action. Maintenant que j'ai pris ces fétiches, je vais les amener aux ancêtres et les ancêtres en feront ce qu'ils voudront. Certainement ils vont s'occuper de ça et renvoyer ça à qui veut bien sûr être influencé par les fétiches. Un geste qui est apprécié par les passants, solidaires du combat d'André Blaise Essama, nationaliste jusqu'à la gare, comme il aime le dire. Pour la nation camerounaise et surtout à cette période où nous avons des crises au Cameroun, pour l'unité nationale, nous devons mettre la statue d'Oumniobé. Merci Essama. On sait que c'est un nationaliste qui, avant toute chose, prime la fraternité entre Camerounais, donc je comprends son action. Le combat de l'homme se poursuit. Lui qui a déjà fait la prison plusieurs fois pour ses positions et actions anticolonialistes. Quand l'ONU lève le ton contre les sécessionnistes, après des incendies d'écoles enregistrés dans les régions anglophones du pays, l'UNICEF et l'UNESCO condamnent ces actes de sauvagerie. Les deux organismes des Nations Unies appellent par ailleurs les auteurs de ces actes ignobles à y mettre rapidement un terme. Lille Piedjou et Joseph Fouapon pour les détails. L'UNESCO et l'UNICEF condamnent avec la dernière énergie l'incendie des écoles dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. C'est au total plus de 40 établissements scolaires réduits en cendres, plus de 55 000 enfants dont l'année scolaire a été hypothéquée et plusieurs enlèvements du personnel éducatif enregistrés. Face à ces actes qualifiés de criminels, les structures onusiennes appellent les sécessionnistes à libérer sans condition et sans délai les enseignants enlevés dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Elles ajoutent qu'aucune intimidation ne doit être tolérée dans un État qui promeut les droits des enfants à une éducation de qualité.
Aucune raison ne peut justifier cette barbarie contre les enfants et leur éducation. Et pour terminer, l'UNESCO et l'UNICEF promettent des représailles aux auteurs de ces actes qui veulent tuer l'école dans cette partie du pays. Scène macabre à San-Mélima, dans la région du sud Cameroun, une jeune fille retrouvée morte. Des sources indiquent qu'elle a été violée avant d'être assassinée à l'aide d'un tesson de bouteille. Une histoire que nous relatent Julio Trésor-Tanon et Emmanuel Kweta, notre correspondant dans le sud du pays. C'est non loin de leur domicile familial que le corps de la jeune Samira Abenkou est découvert ce dimanche. Elle était sortie la veille avec ses camarades de terminale du lycée classique et moderne de San-Mélima, après la fin des épreuves du baccalauréat pour une fête dénommée Spécial Bac. C'est l'un des jeunes du quartier qui habituellement joue au football, communément appelé 2-0, qui fait la découverte macabre. On était en train de s'entraîner et l'un de nos collègues tire le ballon. Il a tiré le ballon, c'est parti derrière les goals. En venant donc chercher le ballon, il est venu là retrouver un corps qui était derrière les goals. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on a fait appel à la 118, ils sont arrivés. Sur les lieux du crime, une bouteille cassée et tout porte à croire qu'il s'agit de l'arme du crime. Certains des vêtements de la victime sont dans la broussaille ainsi que ses chaussures. Visiblement une scène de viol qui a mal tourné. Les traces des motos sont également la preuve que le ou les ravisseurs étaient à bord d'un engin à 2 roues. Mais le vigile de l'établissement scolaire juste à côté dit n'avoir rien vu ni entendu. Non, dans la nuit, pas de cris, je n'ai pas suivi de cris. Depuis que je suis ici, c'était au début que les gens entraient. Mais depuis le deuxième trimestre, comme il y avait des gens qui puisent de l'eau derrière. Mais depuis un moment, il n'y a pas... Depuis que j'ai dit qu'il n'y a plus d'accès à l'entrée de l'établissement, les gens n'entrent plus comme ça. Le sous-préfet Saïdouna Ali, le procureur, la police, les gendarmes et les sapeurs-pompiers sont descendus sur les lieux. Les médecins légistes vont confirmer la thèse du viol suivi de l'assassinat de la jeune Samira. Pour l'instant, les ravisseurs courent toujours et une enquête est ouverte. La communauté musulmane du monde entier en plein dans la dernière dizaine du jeûne du mois de Ramadan, une période qui coïncide avec les grandes nuits de prière. Parmi les prières de ces 10 derniers jours se trouve la nuit du destin, très recherchée par les fidèles musulmans qui ne désemplissent plus d'ailleurs les mosquées. Hommes, femmes et enfants multiplient les prières et les actes d'adoration. L'objectif, renforcer leur foi, accéder au pardon et aux grâces d'Allah, mais surtout de garder le meilleur comportement au-delà du mois sacré. Adja Maïramou et Marius Kosso ont prié à la mosquée Hama du marché Congo de Douala. C'est le lieu de grand rassemblement de musulmans après la rupture d'une journée de jeûne. La mosquée, où qu'elle soit, accueille un grand flux de fidèles venus glorifier Allah le Très-Haut. Les premières prières nocturnes sont entamées dès le 20e jour du mois de Ramadan. La concentration est maximale pour la recherche du pardon et des grâces de l'Éternel. 10 stations de prière, aussitôt après la prière d'Isha. Des prières surérogatoires, pleines de mérite et uniquement effectuées durant le mois sacré. Avec la prière, on ne cesse jamais d'implorer Allah et je pense que c'est le meilleur moment de tout musulman d'implorer Allah à ce mois de jeûne. Et surtout pour moi, je pense que le dernier virage, les 10 derniers jours représentent beaucoup pour un fidèle musulman, pour tout fidèle musulman. Et je pense que ce sont des moments que nous devons plus se concentrer sur la prière. Femmes et enfants assistent également aux prières d'Iyamul Layl, effectuées à partir d'1 heure de la nuit. Parmi les nuits impaires des 10 dernières nuits, se trouve la nuit du destin, recherchée par tout fidèle musulman. Ça c'est le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le symbolique de la prière à la mosquée, la prière surtout la prière le soir. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, la paix et la bénédiction soit sur lui, il nous a recommandé. Le moment des jeûne, on sera très proche de notre Seigneur et nous devons multiplier beaucoup des œuvres, parmi lesquelles les jeûnes qu'on fait dans la journée. Et les soirées, nous allons profiter aussi de se regrouper pour prier notre Seigneur. Encore une semaine d'abstinence et d'adoration, avec l'objectif au-delà du mois de Ramadan
de renforcer sa foi et d'améliorer son comportement. Mettons le cap tout de suite sur Yaoundé pour retrouver Alain Ghislain Kanga. Et avec vous, on parle de la journée de l'enfant africain qui se célèbre. Bonsoir Alain. Michael, bonsoir à tous. Le coup d'envoi de la célébration de la journée de l'enfant africain a été donné ce mercredi. Les gouvernements africains veulent intégrer tous les enfants sans considération de genre ni de tribu au processus de développement. La localité de Mengang dans le Nyon et Foumou a été choisie pour lancer les hostilités de l'édition 2018. Brond Kamga et André Marindia. 42 ans après le massacre des enfants innocents à Soweto, l'enfant africain ne reçoit pas toujours l'encadrement nécessaire pour son épanouissement social. Le Cameroun, qui lance les activités marquant la 28e édition de la journée de l'enfant africain ce 6 juin 2018, veut offrir la chance aux fers de lance de mieux assurer la relève. Ni leurs conditions de vie, ni leur sexe ne doivent constituer des éléments de discrimination. C'est pour cela que tout doit être mis en œuvre pour que tous les enfants, que ce soit dans les zones urbaines ou dans les zones rurales, comme nous sommes ici à Mengang aujourd'hui, puissent avoir accès aux services sociaux de base ou de manière générale à la protection sociale. L'Union africaine, Plan Cameroun et bien d'autres partenaires réaffirment leur accompagnement dans ce combat permanent. La place des fêtes de Mengang, dans le Nyon et Mfoumou, région du centre, sert de cadre pour donner le coup d'envoi des activités de cette journée qui a pour thème « Aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique ». Les sonorités locales donnent une coloration particulière à ce moment culturel qui voit le ministre des Affaires sociales Pauline Irène Guéné élevé au rang de grand notable Mengang avec tous ses attributs. En retour, ce citoyen reçoit un tricycle tout neuf pour une mobilité plus aisée. Le clou de la journée de l'enfant africain, c'est le 16 juin prochain, avec la tenue de la 20e session du Parlement des enfants africains au Cameroun. Et les organisations non gouvernementales ont rendu public ce jour leur rapport 2018 sur les droits de l'homme. Dans ce rapport, le REDAC constate que les droits de l'homme sont à reculons dans la région Afrique centrale globalement. Il est également formulé de nombreuses recommandations. Les détails dans cet élément de Rodrigue Tonguet et Bertrand Chassé. Pas très loin de là où le gouvernement présente via le ministère de la Justice son rapport annuel sur l'état des droits de l'homme au Cameroun, la société civile, par la voix du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, présente presque concomitamment, ce 5 juin, un rapport sur la même question, mais étendu aux 6 pays de la CEMAC. Les ONG de ce réseau notent une montée des atteintes aux droits de l'homme, causées par de nombreux conflits armés, Boko Haram au Cameroun-Tchad, Seleka et Antibalaka en RCA et autres cas de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun, qui préoccupent naturellement. Un échantillon, la localité de Pidi, par Santa, où vient de se dérouler l'horreur. Dans un village où des gens peinent à manger, où des gens peinent à se vêtir, on a quand même observé qu'il y a une maison en dur avec beaucoup de chambres qu'on dit Star Hotel, et la violence qui s'est passée dans cette soi-disant hôtel-là était inouïe. Le constat est établi. Les droits de l'homme à reculons en Afrique centrale entre 2015 et 2017, selon la société civile. Le REDAC formule des recommandations allant dans le sens de la résorption de ces problèmes. Pour la crise dite anglophone, à l'unanimité, les 8 pays de l'Afrique centrale que nous dirigeons ont demandé au peuple camerounais, au gouvernement camerounais de mettre tout en œuvre pour qu'il y ait la commission justice, vérité et réconciliation. Plusieurs figures de la vie politique et de la société civile assistent à la présentation pour impulser ce début de solution. Kava Djibril s'est rendu ce jour au siège de l'Assemblée nationale pour apprécier le taux d'avancement des travaux de réfection de l'hémicycle de Ngouaikile, un bâtiment qui, vous le savez, a été ravagé en partie par les flammes au mois de novembre 2017. On a appris également de cette visite la construction à venir d'un nouveau siège de l'Assemblée nationale. Mais avant cela, le bâtiment actuel, encore en chantier, abritera tout de même la prochaine
prochaine session parlementaire. Je vous propose d'écouter Cavaillé Djibril au micro de Ghislain Pierre-Essonneau et Serge Alain Zébou. 2 ou 3 mois pour remettre le terrain aux Chinois. Et en 2 ou 3 mois, on va tout enlever. On va garder l'hémicycle comme un musée du Parlement. Parce que les gens étaient mécontents à l'idée de savoir que l'hémicycle allait partir. Tout est fait prêt pour la session. Oui, bon, il y aura des gravats, il y aura un peu de saleté, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas tout détruire en un moment, en de temps. Mais d'ici la fin de la session, tout va partir. L'ambassadeur d'Italie à Yaoundé a célébré avec ses compatriotes et invités camerounais la fête nationale de son pays avec un décalage de 3 jours autour de Marco Romiti hier, de grandes figures de la politique du Cameroun. Le compte rendu de Rodrigue Tonga et Serge Alain Zébou. Grand moment du séjour du nouvel ambassadeur d'Italie au Cameroun, les forces vives du pays et ses compatriotes établis sur le triangle national. Ce 5 juin, Marco Romiti donne une réception à l'occasion de la célébration de la fondation, le 2 juin 1946, de l'Italie républicaine. Pour l'occasion de cette fête nationale, des membres du gouvernement camerounais avec à leur tête le ministre délégué aux relations extérieures, des hommes d'affaires, des diplomates étrangers accrédités à Yaoundé, les hommes de médias et autres hauts dignitaires viennent exalter à la résidence d'Italie les valeurs de la République, option choisie par le peuple italien au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la relation étroite entre 2 pays amis. Les Camerounais qui se rendent en Italie se trouvent bien, s'intègrent, et aussi les Italiens sont toujours de plus en plus intéressés aux réalités camerounaises, que ce soit du point de vue de l'entrepreneuriat ou de la coopération au développement. On a aussi beaucoup de gens qui travaillent dans les services de volontariat. Et on a aussi constaté une importante croissance des relations culturelles en général. La pizza et les pâtes des Alpes sont invités à la soirée qui rappelle la fête à l'italienne. Et des Camerounais, fiers de la relation étroite entre la chancellerie précisément et les populations d'ici. Nous souhaitons la bienvenue à l'ambassadeur qui est là depuis presque 1 an. Et nous comptons aussi sur lui comme ses autres collègues qui sont passés avant. Une longue relation qui permet de trinquer au renforcement de la coopération camerouno-italienne. Dans le sillage de l'assainissement urbain, le chef de l'exécutif communal de Yaoundé était sur le terrain. Régine Amugunoma et ses collaborateurs se sont rendus au mythique marché de Mvongbi à Yaoundé pour un investissement humain. Elle a par ailleurs procédé à la remise de dons aux établissements d'enseignement. Regardons tout ça avec Ghislain Pierre-Essonneau et Constant Kamga. Mvongbi, on enlève les déchets pour le bac métallique. Cela n'est pas une pratique la mieux partagée en ces lieux, un geste qui sauve comme ailleurs et que la mairie de Yaoundé 4e tient à démocratiser à travers un investissement humain convoqué ici, un grand lieu de production mécanique des déchets. Pour appuyer l'opération, des kits d'hygiène remis sous le regard des autorités administratives et traditionnelles, mais aussi les leaders d'associations et comités d'animation et de développement bénéficiaires. À ne pas occulter la présence des responsables des établissements scolaires, une question d'assainissement du marché. Pour ce qui est des journées d'investissement humain communautaire et de la remise des kits d'hygiène aux associations, vous êtes sans ignorer que notre pays organisera l'année prochaine la toute première Coupe d'Afrique des Nations de football à 24 équipes. Il faut donc nous préparer à recevoir nos hôtes et pour ce faire, nous devons faire le ménage pour que le jour J, notre arrondissement ait fière allure.
Jusqu'ici, ce sont plus de 1400 jeunes qui ont bénéficié des stages de vacances rémunérés en faveur de l'hygiène et de l'environnement pour un montant global de 42 millions de francs CFA. Il y a donc l'investissement et il y a remise de tables bancs. 32 millions déjà investis pour cela. Pour ce qui est des tables bancs, les problèmes d'éducation ne sont pas la moindre de mes préoccupations. Nos enfants auront donc moins de soucis avec le problème de place assise qui est de plus en plus récurrent dans nos établissements scolaires. Dans un proche avenir, Yaoundé 4e envisage une télévision municipale. Pour cela, des personnels ont déjà été formés en production guidée, sitcom et autres montages. Et lors de mon élection comme maire dans cette commune, j'avais pris l'engagement solennel de faire des conditions de vie des populations ma préoccupation majeure. La cérémonie de ce jour s'inscrit donc en droite ligne de l'engagement sous-évoqué. Ce sera pour la télé, mais aussi pour générer des emplois directs dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Un guide pour préserver et restaurer l'environnement au Cameroun. Le manuel sur les itinéraires de reboisement en zone des savanes sèches du Cameroun a été présenté ce jour à Yaoundé. C'était lors d'un atelier visant à le vulgariser. La cérémonie d'ouverture était co-présidée par le ministre des Forêts et de la Faune et celui en charge de l'environnement, Delphine Fonkouténé et Serge-Alain Zébou. Les régions du nord et de l'extrême nord Cameroun sont fragilisées et menacées par la sécheresse et la désertification, entre autres. Pour faire face à ce problème qui a notamment pour conséquence les feux de brousse, le surpâturage et la variabilité climatique, un guide pratique est mis sur pied. Ce document simplifié est un document qui apporte un support technique. Il est opérationnel, il est didactique, il est méthodologique et va donc permettre à toutes ces parties prenantes que je viens d'énumérer d'avoir un instrument qui leur permette de savoir comment conduire ces actions de régénération, de reboisement, de remise en place des paysages dégradés. Le manuel sur les itinéraires de reboisement en zone de savane sèche au Cameroun a été élaboré avec l'appui technique et financier de la coopération allemande. Le moyen financier seul ne suffit pas, donc d'où nous avons proposé à élaborer un guide très simple qui permet à tout le monde qui veut planter son arbre dans son village, dans sa commune, de savoir quelle essence il faut choisir, quelle technique à appliquer, et donc avoir vraiment un manuel qui permet de se mettre en œuvre. Le ministre des Forêts et de la Faune et celui en charge de l'environnement représenté co-préside ce 6 juin à Yaoundé l'atelier de présentation de ce manuel. La gendarmerie nationale vient de mettre la main sur des produits frauduleux dans le cadre d'une opération de prévention routière à Bertois dans la région de l'Est. Le sésame, une cargaison de produits de culte détectés par un matériel roulant de haute technologie appelé véhicule scanner mobile. Regardons ça avec Karel Mezatachouya et Kizito Koumaï. La moisson est grande pour les éléments de la gendarmerie nationale à l'Est. Les hommes du colonel Eno Joseph Eyon, commandant la Légion de gendarmerie de l'Est, viennent de mettre la main sur cette importante cargaison des produits ésotériques grâce à ce véhicule de haute technologie appelé véhicule scanner mobile. Qui est un véhicule qui a été équipé avec le rayons X, avec le scanner et puis un écran. Et c'est à partir de cet écran qu'on peut voir tout ce qui est à l'intérieur d'un véhicule comme la petite voiture qui est en train de passer là. Grâce aux informations fournies par ce véhicule, les missions de contrôle, de surveillance et de répression dévolues à la gendarmerie nationale sont assurées. La voiture est flexible. On peut facilement manœuvrer avec ça. Et puis, autre chose, c'est que le coût de maintenance est un peu moins élevé. Et les images que le véhicule sort sont facilement analysées. Le chauffeur de ce camion semi-remorque, une fois intercepté, est passé aux aveux complets. Au-delà des 250 sacs d'arachides à bord, il y avait dissimulé cette cargaison de produits ésotériques et 2 motos neuves en pièces détachées dans les sacs d'arachides.
Au-delà des 2 motos en pièces détachées, ces produits qui devaient circuler jusqu'à Douala avant d'être livrés aux utilisateurs par le marché noir. Le colonel Enoch Joseph Eyong a fait appel au chef secteur des douanes de l'Est qui a dépêché ses hommes pour l'ouverture d'une enquête. Soirée d'humour annoncée ce jeudi au Castel Hall de Douala et on en parle avec vous, Michael Tipkio. Bonsoir. Bonsoir Alain, nous sommes en culture, effectivement, un rendez-vous à ne pas manquer. Demain jeudi au Castel Hall de Douala, vous l'avez dit, plusieurs professionnels de l'humour venant de la Côte d'Ivoire et ceux du Cameroun seront réunis sur la même scène. Ils présenteront un tableau satirique et humoristique de l'actualité de l'heure. Avant l'événement de demain, ils étaient face à la presse ce jour à Douala. C'était en compagnie de Lille Piediou et Martin Luther Djemou. L'humour prend en otage la ville de Douala ce jeudi. Ceux qui n'ont pas encore décidé de se marier, qui vont venir demain au spectacle, qu'ils viennent avec les femmes avec lesquelles ils ont envie de se marier. Parce que ça va dépendre. C'est à partir de là qu'ils vont décider de continuer ou ils vont arrêter. Marcus & Co Entertainment Club reviennent avec la 6e édition du stand-up party au Castel Hall ce jeudi. Pour cette édition, Marcus fait venir Maréchal Zongo de la Côte d'Ivoire. Je suis venu sauver les filles de Douala. Parce que depuis que je passe, je regarde dans les balcons, je pense qu'il faut sauver. Moi, ce n'est pas les enfants, c'est les filles de Douala, les jeunes filles de Douala, il faut les sauver. Je suis un peu comme leur sauvage, enfin, leur sauveur. Autre professionnel du rire, cette fois les Camerounais qui reviennent du Parlement du rire, Amadou Bouna, Bassé Fils Miséricorde, Marcus l'initiateur et bien d'autres. Tous annoncent des tests calqués sur les sujets d'actualité de l'heure. L'année 2018 étant une année électorale. Je vais axer beaucoup plus mathématiques sur l'année électorale que nous préparons au Cameroun. Vous savez, les Camerounais ont trop de difficultés aujourd'hui quant à choisir leur parti politique. Parce que vous savez, la différence entre le verbe dire et le verbe faire est très longue. Quand les hommes politiques camerounais viennent vers le peuple, ils viennent avec des cadeaux, ils sont les fils du coin. Une fois qu'ils vous ont déjà donné ce que vous voulez, que vous les avez votés, ils deviennent les fils de loin. Je vais jouer les tests que j'ai l'habitude de jouer au Parlement ou dans les festivals quand j'y vais. Je n'ai pas besoin de faire une adaptation par rapport à Douala parce que c'est presque le même contexte sociopolitique dans toute l'Afrique. Voici donc une occasion de laisser de côté le stress de la journée pour sourire à la vie en partageant avec ses humoristes des histoires drôles et folles. La conférence de presse a eu lieu ce mercredi à Douala. Du sport football, Montpellier rend la politesse au Cameroun. Laurent Nicolin, le président montpelliérain, est venu s'assurer de l'existence de l'académie de football de Douala après signature entre les deux partenaires. Un séjour de 48 heures dans notre pays qui aura permis à notre hôte de toucher du doigt les réalités du terrain. Des détails avec Alex Lembe et Thierry Nana. Loin d'être une utopie, c'est désormais une réalité. La SAS Academy Football de Douala quitte son état embryonnaire à sa véritable matérialisation. C'est ce qui justifie la présence au Cameroun de Laurent Nicolin, président de Montpellier, HSC, de ses plus proches collaborateurs, ainsi que celle de l'international camerounais Henri Bédimo, président de la dite académie. Le contrat entre les deux partenaires a été signé et il était question pour le président montpelliérain de venir toucher du doigt et témoigner la véracité et l'existence même de ce centre. Ce qui a été fait, une initiative qui est fortement appréciée par son Excellence Albert Roger Mila. Lorsque vous prenez les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui aujourd'hui peuvent aligner 3 équipes nationales en une journée, c'est dire que nous sommes un peu en retard. C'est vrai qu'il y a le talent dans notre pays, mais on ne peut pas toujours compter sur le talent tout le temps. Donc, il faut qu'on se mette au travail. Pour les Montpelliérains, il est temps que Montpellier rende au Cameroun ce que les Camerounais lui ont donné à travers les joueurs tels Roger Mila, Henri Bédimo, Feu Valérie Mézag et Maové, pour ne citer que cela. Au vu donc de tout ceci, a suffi la motivation. Et j'en suis heureux et ravi de suivre Henri dans ce projet qui, je pense, va être bien pour le Cameroun, bien pour Douala et j'espère bien pour le Montpellier. Le rôle, c'est qu'on est en partenariat main dans la main avec Henri. Les risques qu'il prend lui, nous on les prend nous, on est tous ensemble. Et après, c'est d'apporter notre façon de travailler, parce qu'on est quand même un centre de formation qui a eu des résultats en France.
Un futur cadre approprié pour la formation des jeunes de 14 à 19 ans où il sera question de s'épanouir non seulement en football mais aussi et surtout au niveau scolaire. Donner la chance aux gamins, aux plus jeunes, de pouvoir avoir un cursus scolaire et sportif, se rapprocher de ce qui se fait en Europe. Maintenant voilà, c'est sûr qu'avec un projet comme ça, il fallait l'expertise ou l'expérience d'un club professionnel, parce qu'il y avait pas mal de volets à régler. Il ne serait donc pas superflu de rappeler que les détections, mieux encore les sélections, seront dirigées par les encadreurs et éducateurs de Montpellier et ceci se fera gratuitement. Toujours en sport football, CAN féminine Ghana 2018. Le deuxième tour aller des éliminatoires s'est déroulé ce mercredi. En déplacement à Brazzaville, les Lions indomptables ont humilié les Congolaises 5-0. Une large victoire qui leur assure presque une place à la phase finale avant le match retour prévu dans 3 jours. Une rencontre qui s'est tenue justement au Congo-Brazzaville avec une victoire des Lions indomptables du Cameroun 5-0. Un public reportage pour sortir de ce journal, de nouveaux camions pour renforcer la capacité opérationnelle d'Isacam. La réception technique s'est faite avec les partenaires financiers et techniques de cette entreprise en charge de la collecte des ordures ménagères au Cameroun. Isacam a reçu 55 camions, 9 sur les 211 attendus jusqu'ici. Monique Naosi-Fosso et Aman Pagna pour les détails. 55 camions Isacam flambant neufs qui augurent un renforcement de sa lutte contre l'insalubrité au Cameroun. Les populations ne sont pas restées insensibles car pour elles, c'est une lueur d'espoir pour une ville encore plus propre. C'est bien au Cameroun, pourquoi on doit chasser même les poubelles. Le voilà encore qui viennent beaucoup. Ça fait tellement du bien. Et il faut que, comme les camions sont arrivés, qu'ils recrutent aussi le personnel. Préalablement, 11 camions ont déjà été réceptionnés et repartis dans le nord-ouest et le sud-ouest. 145 sont attendus pour un total global de 211 camions. Pour la première fois, Isacam confie l'équipement de ces camions aux entreprises locales. Isacam va faire carrosser ces camions par des entreprises locales. Il s'agit d'encourager tout simplement l'expertise camerounaise. Un patriotisme économique impulsé par le directeur général Michel Gapanoun, fortement salué par Cometal et Enem. Je remercie naturellement Isacam de la confiance qu'il adresse à notre entreprise, à Enem. Nous allons simplement monter à l'arrière de ces camions porteurs des bennes d'une capacité de 10 mètres cubes pour pouvoir porter à peu près 18 tonnes de déchets. Propaco, le partenaire financier, apprécie également la collaboration avec l'entreprise Isacam. Nous sommes très heureux d'assister à ces premières livraisons de camions qui concrétisent le travail que nous avons réalisé avec Isacam. Au cours de cette cérémonie de réception technique, l'entreprise Isacam fait savoir que pour la CAN 2019, elle va innover pour que la grande messe du football africain se déroule dans des meilleures conditions de propreté possibles. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. Je souhaite passer une belle soirée sur Canal 2 International. À demain, 19h50. Bonsoir.